Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conférence Bourse Live, les rencontres, et on va traiter pendant ces 30 minutes deux sujets très utiles pour les investisseurs que vous êtes. Comment analyser une introduction en bourse et comment analyser une société des sciences de la vie. On commence par analyser une introduction en bourse parce que voilà, le nombre d'opérations était particulièrement soutenu en 2021, elle a repris en fin de premier semestre 2022, mais quand on est investisseur, il n'est pas toujours simple de savoir s'il est opportun ou pas de participer à une entrée en bourse. Alors, pour avoir les bons réflexes, pour savoir justement ce qu'il faut faire ou ne pas faire, j'ai avec moi sur le plateau une experte du sujet, Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market chez Inextinso. Bonjour Cécile. Bonjour Laurent. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct. Bien sûr, on a quelques questions qui sont tombées et on les posera en fin de présentation. Cécile, on va peut-être commencer à faire un état des lieux des opérations récentes. Finalement, chose importante avant de se dire s'il faut y aller ou pas, quel est le bilan des sociétés qui ont été introduites récemment, notamment sur le marché français? Alors on peut dire qu'il y a eu une accélération là depuis les élections. Les dossiers se sont accumulés et il y a environ 4-5 dossiers qui sont en cours ou bien sortis. Le mois de juin était dense. On peut voilà, dire. Ouais. Exactement. Donc il y a une fenêtre après les élections qui s'est ouverte. Ce qui caractérise les introductions sur l'ensemble de l'année 2022, c'est aussi ce qui s'est passé en 2021. C'est qu'en termes sectoriels, ce sont des sociétés qui sont beaucoup dans le secteur de l'énergie renouvelable. Il y a 4 dossiers sur 10 en 2022 qui sont sur ce secteur-là. Et on peut dire que ce qui caractérise uniquement sur 2022 les opérations, qui sont des dossiers qui sortent plutôt convenablement, sont des opérations qui ont été un peu ficelées en amont par les conseils, les banques d'affaires. C'est-à-dire qu'on voit que les taux d'engagement de souscription pour ces opérations sont à près de 50% du montant total levé. C'est-à-dire qu'avant de lancer l'opération, les banques... sécuriser une grosse partie. Hein, voilà, exactement. À peu près 2 points de plus que ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté en 2021. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que les opérations sortent plutôt en bas de fourchette. C'est-à-dire que les prix sont plutôt challengés par rapport aux valorisations qui sont proposées aux investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels mettent la valorisation qui est proposée au regard de ce qu'ils constatent sur le marché, de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils attendent, et investissent plutôt en bas de fourchette sur les dossiers proposés. Et le troisième élément qui est intéressant à regarder sur 2022, c'est que la partie qui est consacrée au public est en baisse de moitié. Alors, quand même. Sur 2022, c'est vrai que l'année est particulière. Depuis le mois de février, les difficultés s'accumulent, les marchés ne sont pas bons. Donc les investisseurs particuliers sont peut-être un peu plus en retrait qu'en 2021 sur ce genre d'opération-là. Il y a eu beaucoup d'opérations en 2021, là aussi, peut-être que ça complique les choses pour 2022 par contre-coup. Voilà, exactement. L'effet de base est effectivement un peu compliqué parce que 2021 était une année record. Ce qui fait que 2022, de toute façon, effectivement, on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit au même niveau. Aussi exceptionnel. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut retrouver, vous l'avez déjà un petit peu cité, Cécile, des points communs entre les sociétés qui ont réussi leur introduction? C'est quoi la recette pour réussir son introduction en bourse? Alors, pour les sociétés qui ont été introduites en 2021, il y en a 4 qui sont ressorties en hausse depuis leur prix d'introduction. On a OVH, Hafner Energy, Entech, Waga Energy et BOA Concept. On a regardé quels étaient les points communs entre ces sociétés-là et on en a trouvé 4. Donc le premier point commun, c'est qu'elles sont toutes positionnées sur des marchés porteurs, que ce soit l'e-commerce ou l'énergie verte. Les fameuses énergies dont on a parlé. Exactement. Elles ont toutes une valeur ajoutée par rapport à leurs concurrents. Elles ont toutes un certain pricing power, une capacité de prendre des parts de marché. Et ça pricing power, on rappelle, c'est capacité à fixer ses prix même dans un contexte compliqué. Hein, oui, ça voilà, d'avoir l'aptitude à décider à peu près soi-même de ses prix, à avoir une certaine liberté. Même pour les augmenter quand il le faut. Hein, aussi, exactement. Exactement. L'autre élément, c'est que ce marché porteur, ce pricing power, cette valeur ajoutée sur leur marché, leur permet d'afficher des taux de croissance qui sont supérieurs à leur marché. Et souvent, ils ont des taux de croissance à 2 chiffres. Pour Entech, par exemple, ils ont publié un chiffre d'affaires qui s'est multiplié par 2. Donc ça, c'est une caractéristique qui est commune à toutes les sociétés qui sont en croissance depuis leur introduction en bourse.
Et le dernier élément, c'est que depuis qu'ils sont introduits en bourse, le news flow, leur actualité est très positive, que ce soit en termes financiers, sur le chiffre d'affaires, sur la marge, qu'en termes d'opérations pour les biotech, par exemple. Donc, ce sont les 4 points communs qu'on arrive à faire se recouper sur ces... Voilà. Bon, on a déjà du coup un portrait robot assez utile pour peut-être les introductions qui vont venir, hein, sociétés qui ont de la croissance, qui sont sur un segment où elles ont du pricing power, comme on dit, et puis un news flow plutôt favorable. On a aussi parfois, Cécile, des règles pour juger de la solidité d'une société qui s'introduit. Il ne faut pas qu'elle soit... Alors je vais en citer quelques-unes, et peut-être vous allez me dire que finalement, c'est peut-être pas si vrai, c'est peut-être des idées reçues. Il ne faut pas qu'elle soit, par exemple, trop endettée, il faut qu'elle soit rentable, avec une valorisation raisonnable. Ça, c'est ce qu'on attend au minimum. Est-ce que ça se confirme ou pas forcément, tiens d'ailleurs? En réalité, ça ne se confirme pas pour ce qui concerne les introductions en bourse. Pour ce qui concerne l'investissement sur le marché secondaire, selon son profil d'investissement, si on aime les belles sociétés rentables qui génèrent du cash et qui ne sont pas bien valorisées, c'est toujours une bonne idée d'aller sur ces sociétés-là où on se dit que la performance peut être présente. Mais sur les IPO, on n'a pas d'historique de performance et effectivement chercher une société qui est rentable, peu valorisée et qui a un bilan léger, plutôt souple. Dette, on va dire. Voilà, on le trouve rarement. Et même les sociétés dont je vous ai parlé préalablement et qui surperforment sont des sociétés, par exemple, qui ne sont pas rentables. Hafner Energy, au moment de son IPO, donc, faisait un chiffre d'affaires de 4, un résultat net de moins 3 millions d'euros. Et pour autant, sa performance est stable depuis le mois de février, donc elle surperforme largement le marché. En ce qui concerne votre point sur l'endettement, le point n'est pas forcément valide non plus, parce que c'est vrai que quand on va en bourse, souvent c'est justement pour reconstituer ses fonds propres. C'est pour s'endetter aussi. Oui. Voilà, donc OVH, sur ce point, par exemple, peut être cité. C'est une société qui avait 700 millions d'euros de dettes pour des capitaux propres de 100 millions d'euros et qui pour autant fait une performance positive depuis son introduction en bourse. Donc ce n'est pas forcément un point qui est... clivant ou bloquant voilà, sur l'introduction en bourse. En ce qui concerne la valorisation, on va chercher un prix raisonnable, mais ce qui se passe, c'est vrai qu'au moment de l'IPO, il y en a, on parlait tout à l'heure du fait qu'elle rentrait souvent en bas de fourchette. Il y a des valorisations qui sont parfois élevées. Et par exemple, Waga Energy, qui a une performance de plus de 30% depuis son introduction en bourse, elle fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires et elle a une capitalisation autour de 450 millions d'euros. Donc c'est une rentabilité qu'elle trouvera à partir de 2024. Donc c'est une valorisation qui est somme toute quand même sur le haut de la fourchette, mais malgré tout, elle est portée par le marché et il y a une conviction autour de cette société qui est dans les énergies renouvelables, autour de l'optimisation des gaz de décharge. On récupère Wasted Gas Energy, voilà, exactement. Et peut-être le dernier point, qui est la taille des sociétés. Il n'y a pas non plus de règles sur ce point-là. BOA Concept, par exemple, qui est spécialiste de la logistique pour le e-commerce notamment, c'est une société qui, lorsqu'elle s'est introduite, faisait moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui, pour autant, a une performance de plus de 50%. Liée à son news flow, comme on en parlait tout à l'heure, à sa croissance en termes de chiffre d'affaires. Et puis elle a passé son point mort entre son IPO et aujourd'hui. Donc ça, c'était des nouvelles particulièrement bien accueillies par le marché. Je comprends quand même, quand je vous écoute, Cécile, qu'il faut rentrer dans les dossiers. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il faut aller voir les forces et faiblesses et pas être trop sur des généralités et vraiment creuser chaque dossier individuellement quand on investit en individuel pour bien comprendre le potentiel de la société au final. Exactement. Et lorsqu'on est investisseur individuel, il y a quand même de la documentation et des éléments qui sont mis à disposition pour se faire une idée justement du profil de la stratégie de développement, de la capacité de la société à surperformer son marché, une idée aussi du management et de sa capacité à emmener la société là où l'ambition est communiquée. Au moment de l'IPO, il y a souvent des guidance qui sont communiqués à horizon plusieurs années ou même sur l'atterrissage de l'année. Donc ça permet de... Puis les risques aussi, hein, souvent on le dit absolument, aussi, risque d'exécution parce qu'il y en a aussi. Oui, absolument. Donc l'idée effectivement c'est d'essayer de rentrer dans les dossiers pour se dire est-ce que le business plan qui m'est proposé est valide au regard de ce que je vois de la société qui a été fait et du management.
Et au regard de ça, essayer d'évaluer aussi, d'avoir un regard sur la valorisation, même si ça n'est pas forcément un critère qui est révélateur pour la suite. Oui, voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Ouais. Mais bon, voilà, juste pour info, je peux donner des multiples sur les small caps, par exemple. Une small cap se paye aujourd'hui 18 fois son résultat net, à peu près une fois son chiffre d'affaires. On n'est pas forcément du tout sur ces multiples au moment de l'IPO, mais ça peut être intéressant de les avoir en tête. C'est des multiples qui peuvent peut-être ne pas se concrétiser sur l'année 2022, mais peut-être sur l'année 2023. Et à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup de prendre le risque si on croit dans le dossier et si on pense que la génération de cash va être là, parce que c'est ça le nœud pour une société. Comment elle crée de la valeur, c'est en générant du cash. Et si on a cette conviction-là, ça vaut le coup, lorsqu'on a le profil, de prendre ce risque-là à un moment donné. Question aussi qu'on peut se poser parfois, si l'opération est sursouscrite, c'est-à-dire qu'il y a plus d'investisseurs au moment de l'introduction finalement qui veulent acheter l'action que d'actions disponibles, est-ce que c'est un bon signal pour la suite? On se dit tiens voilà, il y a de l'appétit pour cette société. Alors effectivement, c'est ce qu'on peut se dire et on se rend compte que sur la première semaine, les opérations sursouscrites à 60% réagissent plutôt favorablement, ce qui ne dit rien de la suite. Mais en tout cas, sur le court terme, ça peut être intéressant. Après, il faut voir qu'au moment de la souscription, au moment de l'IPO, il y a des investisseurs institutionnels qui passent des ordres très importants. Ça peut fausser un peu la donne. Voilà, ça peut fausser la donne, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'après, il y aura un sujet de liquidité éventuellement. Donc, ce qui n'est pas le cas sur la vie de la société cotée sur la suite. Donc, ce n'est pas la raison pour laquelle il faut miser sur la société. C'est pas... Justement, est-ce qu'en conclusion, on peut très rapidement fixer des règles simples, voilà, des règles de bon sens avant de se lancer ou pas dans une introduction aux bourses? La règle de bon sens, c'est effectivement rentrer dans le dossier, se comprendre, avoir une conviction sur la capacité à générer de l'argent. Et à créer de la valeur. Et pour ça, effectivement, il y a les métriques financières à regarder. Il faut regarder l'évolution du chiffre d'affaires historique, la guidance qui est donnée sur la croissance de chiffre d'affaires, voir si une société qui est rentable sur l'année N+1 ou si elle l'est dans quelques années. Et à ce moment-là, on peut se dire que ça a quand même un impact sur la valorisation, qu'une société qui est rentable dans 4-5 ans, peut-être que ça vaut un peu moins quand même qu'une société qui a trouvé son point mort rapidement, et structurer son argumentaire personnel par rapport à ce qui est donné autour de soi, qui peut être dans les forums, qui peut être dans les médias, et qui peut être enfin, tout autour de soi, et qui ne font partie que des opinions, donc il faut se faire sa propre opinion. On peut aller prendre les sources, mais moi j'aime beaucoup structurer son opinion personnelle. Il faut se faire son avis tout simplement. On va prendre une question qui était tombée au moment de l'inscription, que je trouve super intéressante d'Eric. Est-il intéressant de jouer des intros? C'est la tentation qu'on a tous sur le très court terme, revendre dès les premiers jours, ou faut-il investir sur des convictions de long terme? Est-ce qu'on essaye de jouer le coup rapide, ou est-ce que c'est pas forcément gagnant? Alors là, je dirais c'est à chacun de voir, selon son profil d'investissement. C'est vrai qu'il y a des sociétés, par exemple HRS, Nemer, qui ont très très bien performé et qui après ont moins performé. Donc on se dit que sur certaines sociétés qui sont difficilement identifiables, ça aurait valu le coup si on n'est pas sorti. On peut parler de FDJ aussi, qui avait été une opération gagnante tout de suite, voilà. Dès l'introduction. Exactement. Donc, mais ça, on se le dit souvent a posteriori, on ne le sait pas forcément, parce que le news flow peut-être après est un peu plus lent que prévu. Donc moi, le conseil que je donnerais à Eric, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est plutôt d'investir avec une opinion long terme et une conviction sur le long terme. Voilà, mais c'est tout à fait personnel, encore une fois. Voilà, en tout cas, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market chez Inextenso, avec ces indications pour savoir quand investir ou pas sur une introduction en bourse. Tout de suite, on passe au deuxième volet de cette conférence. C'est tout de suite.